Alors, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Michel Bock, directeur du Centre de recherche sur les francophonies canadiennes. C'est à moi que revient le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette première activité de la programmation hivernale du CRCCF, qui a pour titre Écrire derrière les barreaux. Nous avons l'honneur de recevoir chez nous ce midi deux invités de marque, l'écrivaine primé Michel Vinet et notre collègue criminologue, la professeure Sylvie Frigon. Michel Vinet a fait carrière dans le domaine de l'éducation dans la région d'Ottawa pour le Conseil des ministres, le gouvernement fédéral, ailleurs au Canada, ainsi que dans un ghetto de la Caroline du Sud, une expérience qu'elle raconte d'ailleurs dans ce très beau livre, L'Enfant paru chez Prise de parole en 2016, la Caroline du Sud dans les années 60 quand même. Elle a aussi poursuivi une carrière dans les arts de la scène, de la télévision et du cinéma, publié 5 romans aux éditions Prise de parole et L'Interligne, des romans qui se sont mérités plusieurs prix littéraires prestigieux, comme le prix Trillium de l'Ontario, le prix Émile Olivier du Conseil supérieur de la langue française du Québec, le prix littéraire de droit et le prix du livre d'Ottawa. Son plus récent roman, Jazz, paru en 2024, a été finaliste au prix littéraire Alain Thomas du Salon du Livre et au prix du Livre d'Ottawa. Elle a aussi été finaliste au prix Saphir de la Fondation franco-ontarienne. J'ajoute que les livres de Michel Vinet sont à l'étude dans les écoles secondaires de l'Ontario. Parfois, elle donne des ateliers de création littéraire à une grande variété de publics. Et elle a aussi œuvré pour Amnesty International par le biais de l'écriture toute main. Michel est une ancienne de l'Université d'Ottawa. Elle a d'ailleurs reçu l'an dernier un prix d'excellence professionnelle de la Faculté des arts. Et je suis très fier d'annoncer, peut-être encore un petit peu officieusement, informellement, que le CRCCF va bientôt se porter acquéreur de son fonds d'archives. Une très belle addition, donc, à nos collections. Enfin, elle a produit un important ouvrage sur ses interventions littéraires en milieu carcéral et dans le domaine de la santé mentale, ça nous dit ça, intitulé Mes beaux Rimbaud, et qui paraîtra, je pense, en 2026, plus tard cette année. Et donc, vous aurez deviné que c'est de cette expérience qu'elle va nous entretenir aujourd'hui avec Sylvie Frigon. Et je vous rappellerai en terminant que vous l'avez vu à l'écran très récemment dans l'émission de fin d'année franco-ontarienne Improtéine Expo 2025. J'avais regardé ça. Où elle tenait un rôle petit, mais tout à fait névralgique. Ça vaut le détour. C'est déjà beaucoup, mais nous avons aussi l'honneur de recevoir Mme Sylvie Frigon. C'est un 2 pour 1 aujourd'hui. Excellent rabais. Sylvie détient un doctorat de l'Institut de criminologie de l'Université de Cambridge en Angleterre. Elle est professeure titulaire au département de criminologie de l'Université d'Ottawa depuis 1993. Elle n'a pas conscience de ça, 1993, quand même, bravo. Elle est présentement vice-doyenne aux études supérieures de la Faculté des sciences sociales. Sylvie Frigon a été titulaire non pas d'une, mais de 2 chaires de recherche. La chaire conjointe en études des femmes de l'Université d'Ottawa et Carleton University de 2014 à 2016, puis la chaire facultaire La prison dans la culture dans la prison de 2016 à 2019. Sylvie est aussi associée de recherche principale à Peterhouse à l'Université de Cambridge. Elle a publié de nombreux articles, chapitres et livres, ainsi que 3 romans aux éditions Remue-Ménage. Il y a des gens qui ont tous les talents, je ne sais pas. Écorché en 2006, Ariane et son secret en 2010 et C'est où chez nous en 2016. Ces réflexions autour du corps se retrouvent notamment dans l'ouvrage Chers incarcérés, Chers CHAIRS, une exploration de la danse en prison avec la chorégraphe Claire Jenny, et dans l'ouvrage Danse, enfermement et corps résilient. Elle a par ailleurs été consultante pour le Royal New Zealand Ballet en 2018 et pour Arts Access à Aotearoa en 2024, toujours en Nouvelle-Zélande. Elle a dirigé, Sylvie, un collectif qui porte sur l'écriture en prison, de l'enfermement, vous savez devant vous, de l'enfermement à l'envol, rencontre littéraire, paru aux éditions Remue-Ménage à Montréal et aux éditions Prise de parole à Sudbury. Son plus récent livre, écrit avec Tana Rida, vient de paraître en avril 2025 aux presses de l'Université d'Ottawa et a pour titre Staging Prison Theatre in Canada.
Et j'ajouterai qu'elle est aussi une pédagogue chevronnée ayant obtenu le prix d'excellence en enseignement de la Faculté des sciences sociales en 2011. Alors, j'ai dit il y a quelques instants que nous recevions deux invités de marque. Ce n'était pas de l'enflure rhétorique, vous l'aurez constaté. Michel et Sylvie, nous sommes très honorés de votre présence parmi nous et je vous cède la parole avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Bienvenue, on est très contents d'être ici ensemble, Michel et moi. Donc, je vais vous présenter un peu la genèse du projet. Donc, Michel a parlé du livre de l'enfermement à l'envol, rencontre littéraire. Donc, il est issu les premiers balbutiements du travail de Michel en prison dans ce projet-là. Donc, moi, je vais vous présenter le projet, les auteurs qui ont participé au projet et un peu parler de l'importance de l'art en prison. Parce que moi, je suis criminologue et écrivaine de l'auteur, mais je suis fondamentalement criminologue et je travaille en prison. Et pour moi, l'art, c'est vraiment une forme très importante de réinsertion sociale, un outil de se remettre en route dans un monde, de se redécouvrir sous un autre jour. Donc, on va parler du théâtre, pas du théâtre, mais on va parler de l'écriture aujourd'hui et Michel va parler plus longuement de son expérience. Mais je voulais quand même mentionner ça. Donc, les formes d'art que prennent les exemples qu'on peut parler du théâtre ou de la danse en prison. J'ai écrit, tu me rappelais, Michel, un ouvrage sur le théâtre en prison, un autre sur la danse en prison. Pour moi, c'est des formes artistiques dans lesquelles les prisonniers, prisonnières peuvent s'exprimer et parler un peu à travers leur corps ou leurs paroles. Et pour moi, c'est fondamental, ça. Et je travaille beaucoup avec une chorégraphe de Paris depuis 20 ans, parce qu'en France, il y a un protocole qui est très clair pour donner le droit aux détenus d'avoir accès à l'art, à la culture. Donc, c'est comme ça que je m'inscris dans le travail que je fais et je retourne à peu près 2 fois par année pour des projets de danse en prison avec cette chorégraphe-là. Donc, je voudrais parler du projet maintenant, donc la genèse du projet. Donc, ça fait 12 ans qu'on a commencé ce projet. Ça a été avec la AAOF, donc avec Yves Turbide, et ça a été sous l'impulsion de Jean Malavoie, avec les auteurs. Donc, 2 pénitenciers fédéraux ont accepté l'invitation, le Clerc pour hommes à Laval et le pénitencier pour femmes de Joliette. J'ai mené aussi des ateliers d'écriture au Beaumet à Marseille. On a aussi ouvert à des centres ouverts au Centre Elisabeth Frère de l'Outaouais, ici, et à la rue des Femmes, donc un centre pour itinérantes à Montréal. Et Michel a d'ailleurs fait aussi des ateliers avec les impatients, donc avec des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Et ça j'ai fait aussi des ateliers là. C'est assez bouleversant, je dirais. J'ai une étudiante de doctorat qui était à l'époque aussi avec moi, qui travaillait autour de ces projets-là. Donc, qui a parti à ces projets-là? Je voulais les nommer parce que quand on a fait l'offre de faire ces ateliers d'écriture avec Yves Turbide, on a sollicité des auteurs. Et évidemment, Michel a répondu à l'appel, mais il y a aussi Lise Caro, Éric Charlebois, Tina Charlebois, Martine Bisson-Padoukès, Guy Thibodeau, Albert Villeneuve-Saint-Clair. Je voudrais souligner qu'Éric est ici aujourd'hui. Et Éric a aussi écrit, suite à cette expérience-là, Elle de Tour. Et donc, il y a aussi Lise Caro qui a fait des ateliers aussi à la suite de cette expérience-là. Donc, je voudrais un peu citer certains de ces auteurs-là qui ont parlé de leur expérience. Parce que, tu sais, des auteurs, des écrivains et des écrivaines qui vont en prison, c'est leur premier contact avec l'institution carcérale. Donc, moi, je les accompagnais. Ou même dans des centres ouverts. Donc, je voulais un peu lire certaines de ces expériences-là. Par exemple, Lise Caro, qui a fait des ateliers à Elisabeth Frère de l'Outaouais. Elle dit: durant 3 semaines, chaque mercredi soir, nous rassemblait quelques heures autour d'une table, à la chaude lueur d'une lampe et de chandelles aux flammes vacillantes. Les participantes menant toute une vie très active, famille, études, travail, un rituel d'accueil les aidait à atterrir en atelier. Cahiers personnalisés, crayons de couleur, musique douce favorisaient leur intériorité et leur plaisir d'explorer les lieux. Ensuite, Tina Charlebois va dire quand elle est allée au Leclerc: je suis entrée dans ce projet avec mes idées préconçues sur les prisons, les prisonniers, les changements anticipés dans ma propre vie. Ces idées ont été confirmées ou détruites, rehaussées et embrouillées.
Il n'y a pas eu de poète avant et après, simplement une poésie continue. Guy Thibodeau, un conteur, dans son journal de bord, écrit « Le lendemain matin, au réveil, je ressens un effet de lourdeur. Mon sentiment de la veille persiste, c'est trop difficile, ça me demande trop. Puis, j'ai lu l'appréciation. Les détenus ont écrit à chaque fois qu'ils faisaient un atelier l'appréciation. J'ai aimé l'atelier, je me suis sentie comme si je n'étais plus en prison. Très émue, j'ai saisi l'importance d'y retourner. » Martine Bisson-Rodriguez raconte qu'elle est allée à Joliette. Elle a fait une mini-pièce de théâtre. À l'établissement de Joliette, je me suis retrouvée exactement comme il y a 30 ans, avec des personnes qui avaient eu moins de chance que moi dans la vie. Et exactement comme il y a 30 ans, j'ai voulu permettre à des femmes de vivre un moment de création où la complicité est essentielle et réconfortante. Albert Villeneuve-Saint-Clair va dire « J'ai senti que cette expérience d'écriture leur avait donné le goût de réinventer leur vie, de porter un regard neuf sur l'avenir et d'oser croire que les choses vont aller en s'améliorant, qu'elles vont s'éloigner du chaos pour vers une vie meilleure et une plus grande sérénité. » Éric Charlevoix, qui est ici aujourd'hui, m'avait envoyé un courriel et il écrit « Merci pour tout, Sylvie. Je suis à l'envers. Je ne veux pas que ça finisse. La fin, ce n'est bon que pour les sentences. » Donc, le but de ces ateliers-là, ce n'était pas d'écrire sur la prison. C'était de permettre aux personnes incarcérées de se réinventer, d'écrire des choses autres que la prison. Mais on se rend compte, dans plusieurs de ces expériences, les gens ont besoin de parler de leur expérience d'incarcération. C'est impossible de passer outre. Et je me permets de te citer, Michel, dans un très beau texte que tu as écrit, Cœur barbelé, pardon. Consoler le mal, lui offrir des habits du dimanche, de grands souliers vernis pour se virer en vie. Très juste. Donc, au cœur de ces projets, il y avait 3 objectifs. C'était de donner la parole aux personnes incarcérées et de faire des rencontres dedans, dehors. Hein? Parce que les gens qui sont en prison, et là, je parle aussi des gens qui peuvent être là très, très longtemps, ils n'ont plus de contact avec l'extérieur. Donc, quand on va en prison, pour eux, c'est tellement fort parce qu'ils se disent « je compte ». Tu t'es déplacé pour venir me rencontrer. Et je vais juste dire, quand j'ai accompagné Guy Thibodeau au Leclerc en janvier, il y a 12 ans, il faisait tempête de neige et on s'est demandé, on y va dessus. Le Leclerc d'Ottawa, c'est quand même 3 heures de route. Puis on s'est dit, on y va. Et on a conduit, on est arrivé là. C'était dans une belle salle, la prison, dans la prison, il y a une belle salle de classe avec plein de plantes, tu ne penserais pas en prison. Et les gars, quand on est arrivés, ils nous ont applaudi. Ils nous ont dit, vous êtes venus malgré la tempête. Donc, c'est tous des petits signaux comme ça qui font que ils sentent qu'on est là pour eux. On n'est pas là pour les juger. On n'est pas là parce qu'ils sont toujours vivants, hein, dans toute leur vie et dans toute leur sentence. Donc là, on est là pour les accueillir dans leur dimension artistique, je dirais, mais souvent, sous cette dimension artistique, il y a vraiment du bien-être qui s'installe ou un besoin de dire des choses. Donc ça, c'était vraiment très, très beau. Et dans ce projet-là, il y a eu les artistes, les écrivains qui sont venus, mais il y a aussi d'autres artistes qui ont écrit dans le livre. Il y a eu Jane Evelyn Atwood, une photographe américaine qui a partagé des photos. Il y a Nathalie Beausoleil, qui est artiste visuelle et professeure à Terre-Neuve. Il y a la romancière Christine Brouillette, romancière québécoise, qui a participé au livre. Il y a Margrethe Michel Coupe, aussi poète franco-ontarienne. Alan Côté, chanteur et directeur du festival en chanson Petite-Vallée. Denise Deshôtels, poète québécoise. Une de mes étudiantes de doctorat, Valérie Desfroisseux-Savoie, art thérapeute et artiste multidisciplinaire. Claire Geny, danseuse et chorégraphe. Et Michel Ouellette, écrivain franco-ontarien. Donc, je vais vous laisser sur, parce qu'on a fait pas les entrevues, mais les ateliers en prison, mais aussi dans des milieux ouverts. Et je parlais avec les impatients. Et Michel Matteau a fait un article sur notre projet dans la revue Liaison et elle a écrit ceci. Ce projet d'écriture en milieu carcéral est devenu multiforme. Il ne s'agit pas plus simplement de mots et de prison, mais de mots-clés pour contrer l'enfermement. C'est ça qu'il s'agit, de l'enfermement.
tous les enfermements, l'enfermement physique, bien sûr, mais aussi l'enfermement dans le passé, dans l'itinérance, dans la maladie, dans le silence qui emmure et mène à l'enfermement en soi-même. Donc, dans le livre, nous avons eu l'idée de publier au moins un texte de chaque personne qui a participé. Donc, il y a 80 détenus qui ont participé au projet. Donc, on a voulu publier un texte et aussi il y a eu une revue en ligne qui a publié d'autres textes pour honorer aussi cette parole-là. Donc, pour moi, ça a été, je veux dire, je dirigeais le projet, j'avais des auteurs fantastiques avec moi pour aller faire ces ateliers-là. Ces rencontres-là, comme je disais, du dedans, dehors, ont vraiment marqué ces gens-là. Et je me souviens, je ne sais pas si tu t'en souviens, quand on est allé au Leclerc, une des dernières fois, et on est allé à un événement et les gars cuisinaient et ils nous ont vraiment pris dans leurs bras. Ils nous ont dit, même si on a fait des ateliers juste 4 semaines par auteur, on a eu un impact sur leur vie. Hein? Parce que souvent, on dit, ben, ça donne quoi d'aller faire des ateliers d'écriture pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois? Ça change tout. On est en train de donner un message aux détenus qu'on croit en vous. Vous êtes capable de vous réintégrer dans la société. Nous, on est là, on vous accompagne, on n'est pas dans le jugement, on est là pour accueillir ce que vous faites. Et j'espère que vous allez avoir l'occasion de lire ces beaux textes dans ce livre-là. Et là-dessus, je vais m'arrêter. Je vais donner maintenant la parole à notre star, à Michel, que j'ai découvert Michel pendant cette expérience ou cette direction artistique d'artiste en prison. Et elle m'a appris beaucoup sur la façon de faire des ateliers d'écriture. Et je suis très contente qu'elle soit là aujourd'hui et qu'elle vous parle de son expérience, qui est très riche. Ben, merci, merci. Ben, merci Michel et le centre de nous accueillir aujourd'hui. Merci à ma fille et ma petite fille qui sont avec moi aujourd'hui. Merci à Joël. Tout ça, c'est de la faute de Joël. Hein? Il avait 21 ans, il était dans ma classe. OK, etc. Alors ça, c'est un très beau conte. Mais grâce à lui, le mot publié est arrivé. Écrire, griffonner, oui. Je voudrais dire merci à Éric Charlebois. S'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on a vécu, c'est Éric. Ça nous a rapprochés de beaucoup et de plusieurs façons. Il a le même âge que ma fille, il est plus jeune que ma fille, je crois, mais c'est comme mon fils littéraire. Mes 2 fils littéraires sont là aujourd'hui, Joël et Éric. Je voudrais vous présenter Chloé Leduc-Bélanger, la directrice des éditions L'Interligne. Chloé, tu as une belle annonce à faire aujourd'hui. Brièvement, parce que Michel en a déjà parlé, mais Michel Vinette donc, va publier en septembre Mes beaux rideaux. C'est un. Juste par ici, il faut les gens en ligne. Qui est un recueil de poésie et soliloque qui parle justement de son expérience et qui traduit d'une façon extrêmement littéraire, poétique et magnifique son expérience dans les différents milieux carcéraux qu'elle a visités. Donc, gardez vos yeux ouverts, ça va être à temps pour la journée du livre franco-ontarien. Merci, Michel. Et tout le monde est invité au lancement. Et tout le monde est invité au lancement. C'est où? Je ne sais pas c'est quand, mais vous allez le savoir quand on va le savoir. Merci, Chloé. Je voudrais souligner que quand Chloé m'a demandé une préface, j'étais perdue. Et j'ai bien réfléchi, il y avait seulement une personne qui pouvait m'écrire une préface. C'est la personne qui comprenait le projet et c'est Éric Charlebois. Merci Éric, la préface est magnifique. Mais dans ce beau Mes beaux rideaux, il y a 8 aquarelles par l'artiste peintre André Saint-Onge qui est avec nous aujourd'hui. André, merci. Alors, tout ce beau monde-là a coopéré, Sylvie aussi, à faire de Mes beaux rideaux un travail spécial. Merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Avez-vous déjà senti que autant vous avez tordu le bras à la vie, autant vous lui avez tordu le cou, elle vous a pas écouté?
Avez-vous déjà senti que, vrai, la vie était venue vous chercher pour faire quelque chose que vous n'aviez pas planifié du tout? J'ai jamais planifié d'être enseignante. J'haïssais tellement l'école. J'haïssais tout ce qui était numéro mathématiques. Jamais je serais devenue enseignante. Ben, je suis devenue enseignante. J'ai fait une très belle carrière. Merci beaucoup. J'ai jamais pensé que je pourrais devenir comédienne. Pour être comédien, il faut être grand, il faut être belle, il faut être belle, il faut être mince, il faut être ci, il faut être ça. Bon, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la télé, que vous avez vu récemment. Mais je ne l'ai pas cherché. La vie m'a fait ah, viens non, Michel, un peu. Pour l'écriture, j'aimais griffonner, mais publier, ah non, ça, c'est toute la faute de Joël Meadows. Ça, c'est tout. Et me voici aujourd'hui en présence de Sylvie qui. Sylvie, c'était peut-être ça, la vie qui était venue me chercher, que je le veuille ou non. J'ai reçu le courriel de la OF, puis j'ai toujours confiance que la vie va me faire confiance. Que je n'aurais pas besoin de tergiverser. Le courriel est arrivé et c'était oui. Tout de suite, oui, je vais en prison. Oui. Est-ce qu'il y a une raison? Il n'y a jamais de raison à ça. La vie est venue me chercher. J'ai adoré ce projet. Si le téléphone sonnait tout de suite, là, Michel, et on me disait, tu t'en retournes en prison, je dirais, excusez-moi, messieurs, mesdames, tu le comprends, ça, hein? Éric, tu le comprends? Hey, j'ai l'impression. Tu le comprends, Éric, c'est ça. Ça nous a touchés à un point que ça devient difficile de l'exprimer. Les incarcérés, et dans mon cas, les gens de la santé mentale, les problèmes de santé mentale, se sont exprimés. La création littéraire en milieu carcéral et dans le domaine de la santé mentale, ça s'appelle de l'enfermement à l'envol. Mais le milieu carcéral et le domaine de la santé mentale sur la création littéraire. Qu'est-ce que ça nous a fait comme écrivain, pas juste comme personne? Ce que ça nous a fait comme écrivain, j'essaie de l'exprimer dans Mes beaux vins beaux. Éric l'a déjà fait dans Lequel de Tôle. J'ai dit oui. J'ai attendu. Sylvie n'était pas certaine. Peut-être que oui, peut-être que non. On ne sait pas, ça va être long. Correct, correct. Veux-tu faire ça à la place? Non. Je savais que c'était là qu'il fallait que j'arrive. Alors, le moment est arrivé après l'enquête de la gendarmerie de Montréal, je crois. Hein? Dans le fond, des petites enquêtes, là. Bon, Des petites enquêtes, c'est ça. Je me suis tenue sur le coup où j'oublierais quelque chose. On a rencontré Sylvie, les auteurs, on a rencontré Sylvie, elle nous explique son projet, sa chaîne de recherche, et elle nous demande de lui écrire un petit bout de papier. Pourquoi on veut participer à ce projet? Je vous lis ma réponse. Ça s'appelle Esquisse. Le jour et son astre refusé, empêché, dans l'œil, sur l'épiderme, sur le vouloir vivre, le savoir-être, le pouvoir chanter. Le cœur bâillonné, le cri retenu, la larme évanouie. Arrivent les mots comme espoir et refuge, la permission de recréer les soleils et les lunes, oubliés des autres, dans leur frénésie de liberté. As-tu répondu à ta question, ça? Sylvie et moi, on part. Et elle nous a bien avertis avant de partir. Il ne faut rien porter que ces dames pourraient convoiter. Toutes les bagues, tous les bijoux. Et elle nous avait bien avertis, pas de chaîne, pas de foulard, pas de collier, parce que, oui, ça peut arriver rapidement. Okay. On arrive à Joliette, le barbelé, les clôtures,
sur le petit bouton. Bonjour, monsieur, les ateliers. Pourquoi vous arrivez si tard, madame? Mes ateliers sont de 6 heures à 9 heures. Ah bon, OK, entrez. Viens-tu de ça? Non. Ah, vous êtes là? C'est la routine. Pour eux, c'est la routine. Vous avez compris, là? Comment Sylvie l'a exprimé? Pour eux, c'est la routine. Mais pour moi, c'est mais pourquoi vous m'agressez de même? Je me suis sentie agressée. On arrive dans le pénitencier. Il faut serrer les sacs à main. Mais mes choses sont prêtes, n'est-ce pas? Un bon professeur est toujours bien organisé. Je vais commencer par ça, ça va être ça, puis ça va être ça. Je vais sortir 7 livres-là, puis je vais utiliser telle affaire. J'ai tout en ordre dans ma petite caisse à lait. Sur vous. Et j'ai identifié tout ce que j'avais à apporter parce qu'il fallait le soumettre pour être accepté. OK. Un jour, avant de partir, Sylvie téléphone, imagine-toi donc une telle a acheté des petits calepins pour ses détenus ou c'est des femmes en sursis de peine, hein, pour libération conditionnelle. Ça serait une bonne idée. Va chercher des petits cahiers. Oh, OK. J'arrive au Dollarama, j'achète des petits cahiers, j'achète des crayons. Arrivé à la maison, je me rends compte qu'il y a une petite broche dans le cahier. Ah. Fait que là, je communique avec France Mailloux, c'est France Mailloux son nom? Je communique avec France, puis j'ai expliqué ça. Non, c'est correct, tu peux nous apporter. Okay. Ils ne sont pas sur la liste. Et puis, je viens de publier un livre qui s'appelle Jeudi novembre, qui a gagné. Il n'avait pas encore gagné. Il vient de publier Jeudi novembre. OK. Ben, j'aimerais ça avoir une copie, apporte-le. Oui, OK. Fait que j'arrive, là. C'est un petit peu sévère. Un petit peu sévère. Attendez, je suis capable. Celui est avec moi. Puis là, les dames en avant, puis ma petite caisse. Ben là, il sort ça, sort ce papier-là, sort ce papier-là. Et le prof organisé, parce que là, mes feuilles, puis mes papiers, puis mon atelier est un peu partout sur le comptoir. Madame, il y a un livre de trop. Je le dis dans le salon, à moi, comment un livre c'est lecture de trop. Puis les petits cahiers, ah ben là, c'est Madame Chose qui a dit qu'il fallait le comptez les crayons. Il y en a 12. Je suis très stoïque, très bref. Je ne sais pas dans quoi je me suis embarquée. Là. Je sais simplement que je suis embarquée. Fait que là, la madame, OK, c'est bon, elle a vérifié. Il remet tout ça dans ma petite caisse. Oh my God. On a donné partout. Et il arrive un très gentil jeune homme, armé jusqu'aux dents, qui me dit, Madame, appuyez-vous sur le mur, s'il vous plaît. Il va prendre la photo. Hein? Et il est sorti. Et je suis restée appuyée sur le mur. Et la porte s'est ouverte. Il est parti de loin. Le chien s'est mis à courir. Il s'est mis à courir. Je vous jure qu'il a couru 15 km avant d'arriver à moi. Et si ça avait été un berger allemand, je pense que je ne serais pas là pour vous en parler. Un beau chien. Il m'a pas. Toi aussi! Tu le savais, hein? Tu le savais qu'il y avait le chien? Non. Tu le savais. Oh, je pensais que tu le savais, tu ne voulais pas me le dire. Non, je l'aurais dit. Il a sauté. Est-ce qu'il m'a touché? J'ai aucune idée. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Michel, par rapport au chien? Oui. Ce qu'ils font, c'est pour le contrôle des drogues, en fait. Et le chien vient et s'amène devant la personne, fait le tour. Si le chien s'assoit, c'est dans le tour. Oui, c'est donc, ça. quand tu ne s'assois pas, tu es correct. C'est ma fille, c'est à la Défense nationale, ben, elle en a fait l'expérience volontairement, hein, avec quelque chose dans sa poche, c'est ça.
Ben là, attends. OK, c'est le policier qui l'a mis dans ta poche. Bon, OK, on t'excuse. Hein. Bon, alors, puis ma caisse est à terre, là, OK? Puis le chien saute partout, saute partout. Je pense pas qu'il m'a touché, mais est-ce que cette expérience a duré 10 secondes ou 3 siècles? Je suis plus là. Je ne suis plus là. Et le chien fait le tour de ma petite caisse, fait le tour de ma petite caisse et il s'en va. OK. On met la petite caisse, un peu comme dans un aéroport, il faut que ça passe dans. Mais là, elle est trop grosse. Il faut qu'il la renverse. Ben, il la renverse, puis tout ça. Fait que là, Sylvie est à côté de moi, puis Sylvie, elle me dit: Oh, t'es donc ben zen. Je suis pas zen, je suis traumatisée. Je ramasse toutes mes affaires. Puis là, il y a un sas. Il faut passer un sas. Hein? Ouvre la porte, rentre, ferme la porte. Arrive à l'autre porte, ouvre la porte, sort, ferme la porte. Okay. Et on arrive dans la salle où les dames vont arriver. J'essaie de trouver mon cas. Je pense qu'il est quelque part dans mes talons, je ne suis pas sûre, de ne pas le remettre à sa place. Et les dames arrivent et Sylvie explique son projet. Ça me donne le temps de me recentrer, de mettre le regard à bonne place et d'observer. Un bon prof va toujours observer sa classe. Tu sais, celle-là, celui-ci. Ah, regarde pas. Ça me donne le temps d'observer. Et ce que je vois, ce sont des regards tellement souffrants. J'ai jamais vu des regards comme ça. Pas cette douleur-là partout dans le visage. Ça, j'ai jamais vu ça. Dans les yeux, un regard absent, un regard crucifié. Mais ce qu'elles souffrent, ces femmes-là. Moi, je ne veux pas savoir ce qu'elles ont fait. Ça ne me concerne pas. Mon travail, c'est de passer par-dessus leurs offenses et aller chercher l'être humain, aller chercher le cœur humain, aller toucher la personne, pas la criminelle. La criminelle, je ne veux rien savoir. Alors, j'écoute, je regarde, Sylvie explique, je regarde Sylvie. Oh my God, Sylvie! Sylvie, elle a un gros foulard rouge dans le cou. C'est elle qui nous a dit aucun foulard, aucune chaîne, aucun collier. Un immense. T'en souviens-tu ton foulard rouge? Oh my God! Elle s'en va et on commence l'atelier. J'allais dans les salons du livre, j'avais peur des auteurs. Je me demandais qu'est-ce qu'ils savent que je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils font que je serais peut-être capable de faire si je savais comment. Donc, pour défaire cette curiosité, ce lien-là, j'ai parlé de mon enfance, comment je suis venue à l'écriture, j'ai parlé de ma petite pas trop vite, j'ai apporté pas trop vite pour vous la montrer aujourd'hui. On a fini par la trouver à Lyon, en France. Même pas de nom d'auteur dessus. Alors, pour baisser franchir le pas entre. Moi, je suis juste une madame, puis la madame en avant, c'est une auteure. Je ne suis pas capable. Les mettre à l'aise. Et on commence, et on commence. Puis là, mes feuilles sont un petit peu. Fait que la jeune à côté, elle me dit: Ben, je suis du médecin en ordre. Oh oui, s'il vous plaît. Et puis l'autre, madame, telle chose, telle chose. Et je me rends compte, c'est tout à fait comme une salle de classe. C'est tout à fait comme une salle de classe parce qu'il y a la dame qui se cache en arrière des autres. Elle veut être là, mais elle ne veut pas que la maîtresse la trouve. Puis il y a l'autre qui est toujours un star. Vous savez, vous êtes des profs, il y a des profs ici. Ah, il y a toujours la star qui veut tout savoir. Puis il y a la petite qui, elle, est un petit peu gênée, mais elle veut faire plaisir à la maîtresse. Fait qu'elle va toutes mettre les petites affaires dans comme ça. Là, comme ça, madame, obligée. Une vraie salle de classe. La plus jeune a 23 ans. La plus vieille a 72 ans. Ça va bien. On fait 2 ateliers, une cette semaine, 3 heures. Une la semaine prochaine, 3 heures.
ça va bien, les filles aiment ça. Et là, c'est là que France, elle m'a dit à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Je fais mon possible. Je fais de la création littéraire avec des œuvres d'art. Elle dit, ces femmes, ils sortent de ton atelier, là, ça ne touche pas à terre. Ils sont bien, ils sont sortis de prison. Bon, ben, tant mieux, c'est ça qu'on veut. Alors, avec des outils littéraires, on va créer 50 choses. Je ne peux pas venir la 3e semaine parce que c'est le prix Trillium et mon beau roman Jeudi novembre est finaliste au prix Trillium. Et je dois me rendre à Toronto. Alors, je leur dis, je ne serai pas là la semaine prochaine. Ah ben là, comment ça se fait? Puis où tu vas? Puis qu'est-ce que tu fais? Et je me rends compte qu'elles se sont attachées à ce travail. Non, 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 c'est pas annulé, c'est pas annulé. On va juste fait pousser parce que mon beau livre, le prix Trillium, mais je vais revenir la semaine suivante vous raconter. Ben, le beau jeudi novembre gagne le prix Trillium. Et le prix Émile Olivier du Conseil supérieur de la langue là, publié, c'est même pas dans mes cordes, imaginez. Alors, j'arrive la 3e semaine, je me dis là. Là, les filles arrivent un à une. Tu gagnes. As-tu gagné, Michel? Michel, tu gagnes. Je ne suis pas comédienne pour rien. Je vais attendre que les filles soient arrivées et je vous en parlerai. Les filles arrivent. Ils sont assises sur le bord de la chaise. As-tu gagné, Michel? As-tu gagné? Oui. Ah! Ben, elles applaudissent, elles se lèvent, elles viennent m'embrasser. Le danger, c'est que, tu sais, mon petit bidule qu'on m'a donné, là, le panic button, parce que Sylvie pense que si l'intervenante est là, elles ne vont pas s'exprimer comme elles le pourraient. C'est mieux que l'intervenante n'y soit pas. Ben, si l'intervenante n'est pas là, ça me paraît un petit panic button. Ouais. T'avais-tu un panic button, et toi, Eric? Toi aussi, tu en avais un. Alors, le panic button est, mettons, oui. Je vais prendre ton. Ça, c'est le panic button. OK? Et ça, comme ça, sur la table. Les filles arrivent, et ma façon de leur dire, je n'ai pas peur de vous, je fais simplement la pousser comme ça. La mettre sur la table. Pour faire place à ces dames-là. C'est ma façon de dire, je n'ai pas peur de vous. C'est une chance que je prends, je m'en rends compte, mais c'est ma façon. On va finir par présenter nos textes. Ah, oui. On sort de prison. Martine est venue avec moi une fois à Joliette. Ma sœur est venue à Joliette. Elle m'attendait. Je sortais de là comme un peu démolie, là, mais bon. J'avais mes copines avec moi. Et les intervenantes ou les gardes au début se rendent compte qu'il manque un crayon. Où est le crayon? Et là, j'explique qu'une des dames est venue à l'atelier avec son coffre à crayon. Peut-être que j'essaie de n'importe quoi, là. Je ne sais pas où il est le crayon. Il manque un crayon. Okay. Arrive la 4e présentation. On a du plaisir. Elles ont choisi ceci, elles ont choisi cela. On va mettre ça au propre et on va les présenter à Sylvie Frigon, qui est la meneuse de jeu, et à France Maillot. Alors moi, je demande à France, est-ce qu'il y a un lutrin en quelque part? Parce que j'aimerais que les femmes soient valorisées. J'aimerais qu'elles se sentent que c'est spécial ce qu'elles font. Ah, France, elle me dit, oui, oui, il y a un lutrin dans la chapelle. On peut faire ça dans la chapelle. Oh, OK, parfait. Okay. Mais si c'est vrai que ma dernière fois, il faut que ce soit spécial.
Fait que j'ai une grande autochtone dans mes ateliers. Puis quand elle écrit quelque chose, elle aime ça, elle aime ça. Puis elle veut, qu'est-ce que tu as écrit? Puis qu'est-ce que tu lis-moi ça, lis-moi ça. Puis quand quelqu'un dit quelque chose à cette dame, elle dit toujours, ah, ça, c'est beautiful! Et je l'ai mis dans mes beaux rimbaud, à un moment donné, je dis Lady Life, so beautiful. The beautiful, c'est pour elle. C'est beautiful. Alors, les filles mettent ça, puis je dis, OK, on va à la chapelle présenter nos textes. Ben là, tu aurais dû me le dire, si j'avais su que j'allais à la chapelle, je me serais habillée, je suis juste en gogoune. Ah! Il y a une fierté tout à coup qui s'est établie. Oh, c'est pareil, c'est pareil. On arrive à la chapelle. France a mis le vitrain. Et moi, j'ai aimé Patrovite. Patrovite, c'est la petite tortue qui a changé ma vie. Tu veux juste lever le, c'est ça. Patrovite, j'ai lu ça, j'avais 10 ans. Et quand je me suis rendu compte que Patrovite, ça voulait juste dire pas trop vite. Ça a changé ma vie. Alors, je leur avais raconté ça, j'ai apporté pas trop vite. Mais là, je les ai. Si vous êtes pour déchirer pas trop vite, pour voir s'il y a quelque chose en dedans, je la laisse, je ne la porterai pas. Ils l'ont passé à la radiographie, puis elle doit être passée. Et j'avais apporté pour chaque dame une carte. Ma façon de leur dire merci, j'ai beaucoup apprécié travailler avec vous. C'est une petite fille qui lit quelque chose avec son ourson. Et à l'intérieur, j'avais marqué, c'est ton histoire que cette petite fille lit. À toi d'en écrire le prochain chapitre. Voici pas trop vite pour t'aider. Michel. Alors, j'ai cherché, messieurs, dames, j'ai cherché des autocollants de tortues par mer et par monde. Ben, j'ai fini par en trouver chez Michael, un petit peu suivi. Ah, belle tortue. Alors, j'avais mis dans ma liste à soumettre au pénitencier le fait que j'avais des cartes. J'en avais 8, je pense qu'on en avait 8. OK, la madame, elle me ça. Elle regarde ça. Ça passe pas, madame. Comment ça, ça passe pas? Ah, ça passe pas, madame. Vous me rentrez ça en prison. Là, il y a un enfant de 10 ans qui aime sa tortue, qui a changé sa vie, qui s'insurge. Okay? Mais là, madame, là, la tortue, c'est un symbole. Oui, c'est un symbole, ça a rapport en prison. Puis là, je me rends compte, en le disant, il y a le témoin en moi qui dit, Michel, ferme ta boîte, un symbole, là, il s'en fout. Je peux pas. Ben, j'ai le cœur brisé. OK. Ben, ils prennent les gants. On s'en va à l'atelier. Sylvie est avec moi pour la dernière. Elles sont à la chapelle, elle est France. Je trouve ça difficile parce que je les ai aimées, ces femmes-là, qui qu'elles soient. C'était un peu comme dans ma salle de classe, quand mes étudiants travaillaient sur quelque chose, là, les élèves disaient, OK, arrêtez, arrêtez. Ben, madame, tu veux qu'on fasse ça? Ouais, mais je m'ennuie en avant tout seul, là. On va à la place. Alors, c'était pour moi la même chose. À un moment donné, elle travaillait, puis à un moment donné, c'était un grand silence. Puis je voyais les gardes dans la fenêtre de tête à gauche. Je voyais les gardes armés qui passaient, là. Puis elle travaillait. Puis, mesdames, elles ont levé la tête. Je vous aime. On est allé à la chapelle. Et le beau lettrain, avec un petit bouquet à côté, avec pas de problème dessus. Il était dans les bras du Christ. Quel symbole! Je ne suis pas sûre qu'elle a fait exprès pour ça. Je ne suis pas sûre s'en souviens. Ah, non, moi, je m'en souviens parce que là, j'avais le cœur jusque dans l'os.
La rédemption par la littérature dans les bras du Christ. Tu ne peux pas avoir un symbole plus culturel que celui-là. Oui, les missels étaient poussiéreux. Oui, les chandelles étaient à moitié fondues. Oui, la chapelle, il n'y a personne qui y va. Mais des femmes incarcérées qui lisent de la poésie dans les bras du Christ, ça m'a fini. Tu me comprends, hein? Ça m'a fini. Elles ont lu, et dans les Bourrimbaud, je les décris comme étant des parnassiennes, des verlibrisses, tellement elles m'avaient impressionné, ces dames-là. On est revenu à la salle d'atelier, on a tout rangé, et tout à coup, oui, c'est un policier qui regarde, porte en verre, et il me fait. Et il ouvre la porte, et avec lui, c'est qui est avec lui? Le chien. Le chien. Le chien. Le chien. Alors, le chien a bien reniflé la petite tortue et j'ai été capable de le donner aux filles. Avec Sylvie, on a eu un débriefing, surtout le premier atelier. Et elle nous avait demandé, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous sentez? Parlez-nous de ce que vous avez vécu, tout ça. Moi, je suis pas bonne sur la narration. Tu n'es pas d'accord avec ça? Je l'ai fait comme un texte, ça s'appelle Dans le sang et la mémoire. Et je décris ce que j'ai vu. Les chaises autres, il y avait des chaises autres dans mon atelier. Ça veut dire qu'il y avait des bébés qui étaient là. Puis il y avait une cafetière, puis il y avait ci, puis il y avait ça, puis il y avait le bruit. Alors j'essaie de tout décrire l'ambiance de cette prison dans ce texte intitulé Dans le sang et la mémoire. Juste après le premier atelier, on a fait ce débriefing, on a pris un petit verre de vin. Bon. Il était 9 heures, il n'était pas question de faire 3 heures de route pour revenir à Ottawa. On a resté dans un hôtel à Juliette. Insomnie totale, bien sûr, c'est ma première fois. Et à 5 heures du matin, j'en peux plus. J'en peux plus. Et je me lève et j'écris Le cœur barbelé. Et c'est cet extrait que Sylvie vous a lu, qui est dans mes bras. Maintenant, il faut les quitter, ces femmes-là. C'est fini le projet, là, avec elles. Comment je vais me détacher de ces dames-là? Comment je vais les laisser aller sans les blesser? Puis, bon, ben, les filles, vous avez fait quelque chose de vraiment beau. Vous étiez excellentes à la chapelle. Vous avez fait une belle lecture. Sylvie et France étaient impressionnées. Je suis fière de vous. Peut-être, je ne sais plus quoi leur dire. Puis il y en a une qui me dit, non, mais là, Michel, là, qu'est-ce qu'on va faire mercredi prochain? Parce que, tu vois, le lundi, là, je prépare mes affaires. Ça, c'est mes papiers, puis ça, c'est mes crayons, puis ça, je vais apporter ça, puis attends, je pense que je vais mettre ma robe bleue. Non, pas la bleue. Je vais mettre la rouge à la place. Oui, on va mettre la rouge. Puis là, mardi, ben là, je me fais mes cheveux, puis je me fais un petit paquet, puis je me fais... Parce que le mercredi, t'arrives. T'as dit, qu'est-ce qu'on va faire quand t'arriveras pas? Bon, ben là, c'est moi, hein? Mais. Je les ai quittés. Et pour elle, j'ai écrit un poème qui s'appelle L'adieu que je voulais faire. Bel adieu, tout de sourire de dents blanches, pour cacher l'eau pure des yeux, dessaisir le cœur de ses entraves d'amour et de sang. Geste anodin, pour dissimuler le frémissement des mains, des paroles, du regret de la séparation et du départ. La promesse de lire leurs écrits dans les salons et les colloques, d'exposer leurs souffrances
dans les symposiums de la recherche. Tournez le dos aux armes des agents, aux dames et aux chiens. Leur dire adieu, textes et crayons recueillis, et pleurer. Pleurer. C'est bien. Michel, merci Sylvie pour ces témoignages passionnants et bouleversants. On a très, très hâte de mettre la main sur le film qui paraîtra très Le bientôt. beau Rimbaud, oui, ça s'en Les fait. beaux Rimbaud. Grâce à Chloé et l'Interligne. On a le temps de prendre quelques questions, de discuter avec Michel et Sylvie sur leurs expériences, leur expertise, leurs émotions aussi, parce que même testimonial, c'est une expérience très, très riche en émotions. La parole est à vous si vous avez des... oui, Joël. Une question pour vous deux, mais peut-être aussi pour Eric. Quand elles ont une liberté de choix, est-ce qu'elles gravitent vers un genre en particulier, poésie, récit, théâtre? Est-ce qu'il y a, je sais que vous démarrez l'écriture, donc au poème, nouvelle, mais est-ce qu'il y a, et je pense à la danse aussi, est-ce qu'il y a des formes qui semblent interpeller davantage collectivement ces femmes-là, ou est-ce que c'est vraiment du cas par cas, puis ça dépend des trajets? Ben, dans le projet, ça dépend de l'auteur, parce que, par exemple, Guy Thibodeau faisait, lui, du conte. Donc, il arrivait avec cette idée-là. Michel, c'était autre chose. Il y a Tina Charlebois, elle, c'était de la poésie. Donc, je dirais, ça dépend si tu arrives avec déjà quelque chose d'encadré ou tu ouvres. Ouais. Mais je dirais, une première chose, c'est que souvent, ces femmes-là puis ces hommes-là qui ont participé au projet, mais que je connais depuis, ça fait 30 ans que je vais en prison, et ce que tu décris, c'est tellement vrai. La plupart du temps, ils vont dire, ben, moi, écrire, je ne sais pas écrire, je fais plein de fautes. Donc, il y a un travail à faire là, pour les encourager à écrire. Puis les auteurs, c'est ça qu'ils ont fait aussi, c'est donner ce courage-là, dire on écrit, c'est à vous, c'est laisser libre cours. Ajouter Éric. Ouais. Très belle question, Joël. Mon bébé. Moi, je vous dirais qu'il y a beaucoup qui étaient liés au souffle que se permettait l'école dans mon cas, pour le faire. Le souffle, c'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit d'écrire? Donc, il y avait ce spéculaire-là de la censure. Et puis, j'étais là initialement pour la poésie, mais je travaille beaucoup en poésie narrative. Donc, j'étais prêt à tout. Puis, oui, j'enseignais aussi les rudiments du récit, l'importance de la chute notamment. Et pour vite me rendre compte, donc dès la première rencontre, du fait qu'il y a des gars qui ont besoin de narration, qui ne peuvent même pas mettre un point à leur phrase. Donc, c'était très proustien dans certains cas. Et dans d'autres cas, on avait besoin de la métaphore absolument parce qu'il y a cet interdit-là, de cet engorgement-là. Je ne peux pas m'exprimer si ce n'est pas des images. Et moi, je dois vous dire que je pense qu'à ce jour, à travers toutes les écoles secondaires, à l'Université d'Ottawa même, j'ai jamais eu un groupe qui a si vite compris le concept d'une image en poésie. OK? Ça a pris même pas un atelier. Puis je suis retourné par la suite. Lucie Chicoine, je lui ai dit, je veux revenir te voir. Donc, l'année d'ensuite, je suis retourné le faire avec elle et avec eux. Certains de ces gars-là étaient encore présents et puis ils avaient cultivé des images entre-temps. Et il avait le droit de m'apporter des textes. Il avait cultivé entre-temps sans même savoir que j'allais revenir. Donc, oui, donc ma réponse, j'abrège la chose, ça dépend du souffle que chacun se permettait ou auquel chacun se croyait avoir droit. Ouais. Juste pour enchérir ce que tu dis, la chorégraphe avec qui je travaille sur la danse en prison va dire un peu comme tu dis, c'est-à-dire que dans ces milieux-là, il y a tellement une urgence de dire, de s'exprimer parce qu'ils n'ont jamais l'occasion que, tu sais, Claire me dit, tu sais, c'est pas des danseurs, des danseuses, mais ils ont tellement besoin de s'exprimer que c'est beau, c'est toute une poésie dans ce cas-là gestuelle. Donc, c'est ça, c'est l'urgence pour eux, tu sais.
pas comme nous autres, on s'en va un cours, bon, prendre une fois le cours, puis s'il ne va pas des fois, puis bon, c'est pas grave. Mais eux autres, là, hey, on vient dans un cours, on m'offre du temps, puis on me dit, je vaux la peine. Je vaux la peine qu'on s'intéresse à moi. Donc, ça, c'est fondamental, là, tu sais. Puis, moi, j'ai fait des ateliers à Tanguy avec les femmes avant qu'ils s'en aillent au Leclerc. Pendant 3 ans, elles lisaient mon roman écorché. Et j'allais dans le cours de français, puis on faisait un atelier, puis Lucie Dufour, elle a travaillé avec moi sur une pièce de théâtre, puis on a fait du théâtre en prison. Mais il y a une femme qui est venue me voir après un atelier d'écriture, elle m'a dit, Sylvie, pourrais-tu m'aider à écrire une lettre pour dire adieu à mes enfants? Donc, vous voyez, à travers son écriture littéraire qu'elle faisait avec moi, là, elle est venue parce qu'elle, elle perdait la garde de ses 3 jeunes enfants de 5, 7 ans, 9 ans. Et la travailleuse sociale lui a demandé d'écrire une lettre d'adieu à ses enfants. Et donc, je l'ai accompagnée dans cette écriture-là. Donc, hein, on voit comment tout est dans tout, d'une certaine façon. L'écriture, pour elle, là, c'était vital. Elle devait communiquer avec ses enfants. Elle ne savait pas comment écrire, quoi écrire, tout ça. Mais pendant ces ateliers-là, ça lui a donné une certaine confiance. Donc, ça peut être énorme, là, ce qu'on peut faire en un poème. Ou en, Oui, c'est ça. Moi, j'ai utilisé des œuvres d'art Oui. pour éviter qu'on parle de prison. C'était inévitable que ça finisse par se glisser parce que c'est leur vécu. Mais avec les œuvres d'art, j'arrivais à leur faire regarder quelque chose autre que des barreaux et de parler de cette autre chose. Et ça les a beaucoup aidés, ça les a libérés. Ils ne parlaient plus de prison, puis ils ne parlaient plus de crime, puis ils ne parlaient plus de... Une fois, après un atelier, le premier, Sylvie m'avait fait des clins d'œil, puis elle m'avait fait des... Puis je comprenais qu'elle essayait de me dire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et puis elle m'a expliqué que dans ce groupe-là, il y avait eu une personne qui avait tué ses enfants. C'était grave. Mais la souffrance dans la figure de cette femme-là, c'était épouvantable. Alors, c'est ça que je voulais défaire un petit peu, ne serait-ce que pour quelques minutes. Alors, je l'ai fait par l'entremise des œuvres d'art. Une question en avant. Deux questions, désolé. La première est, est-ce que vous avez remarqué une différence entre les prisonniers et les prisonnières qui sont là pour un bout de temps, pour un long temps pour la vie? Ben, ça dépend des prisons. Tu vas à Joliette, c'est des femmes qui étaient incarcérées pour 2 ans et plus, mais ne posait aucune question. On ne savait pas. Des fois, moi, je le savais par l'entremise de quelqu'un, mais on ne partageait pas cette information-là. On l'a su, par exemple, au Leclerc, à un moment donné, qu'il y avait des détenus qui étaient là pendant 15 ans, 16 ans. Donc, moi, je ne pourrais pas dire qu'il y a une différence parce que, tu sais, on a l'impression que quand ils font des sentences plus courtes, j'entends, je ne sais pas moi, 2 ans au lieu de 7 ans, que c'est moins dur. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Vraiment, c'est assez intéressant. Mais je n'ai pas documenté ça. Je n'ai pas documenté selon la longueur de la peine. Deuxième question, est-ce que vous pouvez élaborer sur le concept de réécrire l'histoire de sa vie? C'était mentionné au début. Mais on ne parlait pas de leur vie privée. Ça c'est sûr. Par les œuvres d'art, c'était comme les mener ailleurs, leur sortir de Oui, désolé, de vos ce images, le quotidien. concept de l'espoir, le Oui. concept de Oui, c'est ça. l'imagination. C'est de leur donner de l'espoir qu'ils sont autre chose qu'une personne criminalisée en prison. Et là, nous, on n'est pas là pour parler du délit, de sa sentence, de sa libération. Rien de ça. On est là dans l'accompagnement littéraire, que ce soit avec auteur X, Y, Z. Et ça, ce que je trouve, c'est ça leur permet de se propulser vers un ailleurs. Et je dirais, quand j'ai fait des ateliers au Beaumet à Marseille, les gars ont fait des textes extraordinaires. Et il y avait une revue qui s'appelait Monte Cristo. Et puis, on a publié tous leurs écrits dans le Monte Cristo. Et les détenus sont allés livrer les textes dans les différents secteurs de la prison.
Fait que là, à un moment donné, il arrive dans tel secteur, il dit, moi, je suis un auteur. Tu peux me lire. Il se présentait comme ça, je suis un auteur. Donc, tu sais, puis, et je dirais que ça a changé aussi la perception du personnel pénitentiaire. Parce que là, ils les voyaient autrement. J'ai assisté à plusieurs spectacles de danse en prison et les directeurs et directrices de prison venaient me voir après en pleurs, en me disant, je ne peux pas penser qu'ils vont faire quelque chose de si beau. Hein? Donc, on a un rôle, et moi, je pense que ce n'est pas anodin, ce travail-là, avec des gens du dehors qui viennent en dedans, qui viennent imprimer leur marque, mais qui est là dans l'accompagnement. Ça nous permet de dire à ces gens-là, vous êtes importants, puis on est là pour vous, mais aussi de changer la perception que les gens ont de la prison. Et moi, mon travail, ça a été beaucoup de faire ça, tu sais, à travers mes romans, c'est de pouvoir parler de la prison à un auditoire, pas à des criminologues qui savent, tu sais, quand je disais que c'est de la routine, pour nous, aller en prison, on le sait, on va se faire écœurer, puis ils ne laisseront pas rentrer, puis non, rien de même, puis c'est de la routine. Je ne veux pas que ce soit de la routine, mais c'est comme ça. Mais quand tu es écrivain, tu n'as jamais vécu ces choses-là, je trouve que les artistes, les danseurs, les écrivains, les gens en théâtre, nous permettent de mettre des mots sur des choses qui se passent en prison d'une manière très intéressante pour qu'on comprenne davantage les mécanismes, la mécanique de la prison. Tu sais, tu parlais de la rentrée. On peut, et je l'ai fait avec des auteurs, ça. Décris-moi, arriver en prison, tu stationnes ta voiture, tu passes là, comment ça se passe? Et pour moi, ça, c'est important pour les écrivains, mais aussi, évidemment, moi, je travaille plus pour que ça donne quelque chose aux détenus, mais aussi à mes étudiants de criminologie. Pendant 20 ans, mes étudiants sont allés en prison, on a fait de la danse en prison, on a fait du théâtre en prison. Et pour moi, c'est important que les criminologues aient une autre façon d'aborder la criminologie que par des textes ou par des contenus juste criminologiques. Moi, j'ai une question pour Sylvie. Oh oui, je sais pas, j'ai peur déjà. Tu pouvais pas ne pas savoir que cette expérience serait marquante pour les auteurs qui ont participé. Oh non, je savais que ça allait être marquant et ça a été marquant et j'ai été en contact avec certains d'entre vous après de manière différente. Moi, comme je dis, je travaille avec une équipe de danse à Paris depuis 20 ans et j'ai pu mesurer l'impact sur les chorégraphes, sur les danseurs de leur rencontre avec le milieu carcéral. Comme tu dis, qui les a transformés. Mais on ne peut pas s'imaginer, tu sais, quand tu décrivais les choses que tu vois dans les visages de ces femmes-là, moi, j'ai écrit plein de choses, j'ai fait du travail sur l'homicide en prison, j'ai fait du travail sur le travail en prison, sur l'automutilation en prison. Donc, tu sais, j'aime pas ça dire que je suis habituée, mais on n'est jamais habitué. Et ça nous bouleverse. Et quand tu disais, moi, j'ai fait souvent des entrevues et je reviens à la maison, puis je sais même plus comment je me suis rendue à la maison. Ah, ça, c'est Eric, ça, sur Eric et moi, là. Tu sais, j'ai fait un livre pour Eric, il revenait de l'éclair en arbre. Ouais. J'ai fait un livre sur l'homicide conjugal au féminin et j'ai fait des entrevues avec des femmes qui ont tué leur conjoint violent. La question du syndrome de la femme battue au Canada, en France, en Belgique. Et je vous dirais, j'en ai encore des frissons de ces entrevues-là. Ces femmes-là qui me partagent ce qu'elles ont vécu, qu'est-ce qui est arrivé. J'ai rencontré des psychiatres, des avocats et tout ça pour parler de ça. Mais c'est justement d'être tellement absorbé par ce qu'ils vivent et tu t'en vas à la maison, puis complètement parti bien là-dessus. Et ça prend un temps fou. Et c'est pour ça que je faisais des séances de debriefing un peu avec les auteurs. En fait, Guy Thibodeau, après la première rencontre, on se rencontre au Nostalgica, à l'époque, c'était le bon. On se rencontre au Nostalgica, puis il dit, Sylvie, je ne peux plus continuer. Sylvie, je suis obligée d'arrêter. Les gars qui sont là ont en 33, 37 ans, comme mes fils. C'est trop bouleversant. Et moi, je suis qui lâche ça. Là, on parle. Puis là, je dis, regarde, Guy, pense-y. On va s'en parler dans 2-3 jours. Puis là, il a vu les évaluations. Puis là, il a dit, là, il a senti qu'il pouvait faire quelque chose. Parce qu'on peut sentir beaucoup d'impuissance dans ça. Mais en fait,
ce qu'il nous donne comme message, OK, c'est triste, et je te comprends tellement. Quand on fait un projet puis on part, c'est un deuil, C'est un deuil. immense à faire. Mais toi, tu leur as amené, tu ne sais pas à quel point tu leur as amené quelque chose. Puis pour moi, c'est ça qui compte. Si j'ai pu faire une petite différence, puis pendant 3 heures, ils ne se sont pas sentis en prison, ils se sont sentis appréciés, puis qu'ils peuvent se projeter ailleurs. Très important. Hein? Donc, je pense que c'est ça le message qu'on veut donner dans l'écriture en universelle. Mais effectivement, pour les auteurs, c'est, je pense, transformateur, très déstabilisant, mais je pense que ça devient une façon, on est capable de se réapproprier ça quelque part, comme tu l'as fait, que tu as continué dans ce parcours-là. Tu sais, ça fait plus de 12 ans qu'on a fait ça, je regardais ça. Ça fait 12 ans. C'est ça que Chloé m'a demandé une fois. Oui, mais depuis tout ce temps-là, j'avais rédigé quelque chose et puis je l'avais soumis, mais c'était pas le temps, c'était pas le temps. Je l'ai mis dans un tiroir. Mais c'est encore là, c'est encore là. Alors, je l'ai sorti, je l'ai soumis. Je l'ai poli, je l'ai arrangé un petit peu. Mais c'est encore là, ce sera toujours là. À Toronto, tu sais pas si tu t'en souviens, Eric, un salon du livre à Toronto, on était allés manger ensemble un soir, puis on s'est parlé de cette expérience-là, puis c'est là qu'on a compris la connivence qu'on avait tous les deux. Puis c'est ça qui nous a rapprochés. Alors, entre Joël et Eric, ce sont mes 2 fils littéraires. Ah oui, ça nous habite encore. Alors, quand dans mes beaux rimbauds, je dis, dans mon avant-propos, cette expérience a changé ma pratique littéraire, Chloé est revenue et elle m'a dit, comment? Comment? Explique-nous ça. Fait que ça, j'ai apprécié ça comme elle pousse encore un peu. Je vais juste finir sur quelque chose. J'ai écrit 2 romans pour enfants sur la prison. Et j'ai fait des ateliers d'écriture avec des enfants à Bruxelles, puis à Kitchener, puis à Ottawa. Donc, les enfants devaient lire le roman dans leur cours à l'école. Et après ça, la suite du roman, je leur disais, c'est à toi, parce que dans le roman Ariane et son secret, la maman ne sort pas de prison, mais on a espoir qu'elle sorte de prison. Et je dis à l'enfant, hein, c'est à partir de 10 ans, 12 ans, écris la suite. Et à Bruxelles et à Kitchener, il y a 2 enfants qui ont fait le même dessin. Ils ont écrit, puis il y en a qui ont dessiné. Ils ont fait un hélicoptère avec un agent correctionnel et la mère s'évade de prison dans l'hélicoptère. Et ça, ils ont fait ça à Bruxelles et ils ont fait ça à Kitchener, en Ontario. Le même dessin. Et c'était l'évasion. Donc, les enfants ont écrit soit des 2-3 phases ou ont fait des dessins pour la suite. Encore une fois, pour moi, c'est un projet pédagogique dans le sens que les enfants apprennent sur la question de la prison, mais avec des histoires, par exemple, dans l'histoire des enfants, l'histoire de la petite fille qui a une maman incarcérée. Donc, pour moi, c'est pédagogique, ça, c'est de rendre compte de la réalité de ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils vivent? Hein? Comment cette petite fille-là vit le fait que sa mère est en prison, puis elle vit chez sa tante, puis qu'elle va voir sa mère au parloir, puis elle fait les roulottes d'amour, comme on appelait dans le temps. Donc, pour moi, c'est pédagogique, ça. Et ton livre, d'autres livres comme ça, c'est aussi pédagogique parce que ça s'adresse à des gens qui ne connaissent pas la prison. Mais à travers tes yeux, en apprennent un peu plus, puis la rendent peut-être un peu plus humaine, je l'espère. J'ai fait la même chose dans mes mots Rimbaud. J'ai écrit une lettre à sa maman d'un enfant. Garder la voix de l'enfant, c'est pas toujours facile. L'enfant feu, là, je me suis fait rabrouer bien des fois. Laisse l'enfant parler, OK. Mais c'est ça. Il y a un petit garçon qui écrit une lettre à sa maman. Et avec sa lettre, il y a un dessin de sa classe. Et ce dessin, ça a été fait par ma petite fille, Geneviève Perrault. Elle avait 6 ans à l'époque. Elle m'avait fait, mais Michou, un dessin pour toi. Et je l'ai gardé. Et il fait partie de mes mots Rimbaud. Mais oui, l'enfant dont la mère est en prison. Il y avait des chaises hautes, là. Tu sais, il y avait des chaises hautes là-dedans. Il y a des bébés qui s'en viennent, là. Il y a des enfants.
Alors, j'ai senti le besoin d'écrire de la part d'un enfant. Ce serait quoi? Avoir une maman en prison. Adrienne? Oui. J'ai une question par rapport au fait que, justement, en parlant des enfants qui sont des enfants de détenus, est-ce qu'il y a eu des projets par rapport, peut-être que ça s'appelle un petit peu plus à professeur Frigon, mais est-ce qu'il y a eu des programmes pour les enfants pour savoir un peu comment ils vivent? Est-ce qu'il y a eu des ateliers d'art pour s'exprimer qui ont, je n'ai pas vu, qui ont un parent en prison? Je dis ça parce que ma maman a fait du bénévolat dans une école, à sa retraite dans une école à Montréal. Puis elle était comme, elle faisait partie, elle était comme un peu une aide de classe, mais elle était comme dans un coin de classe. Il y avait beaucoup d'enfants qui vivaient de la violence à la maison, whatever. Mais il y en a qui sont venus se confier à ma mère par rapport qui ont un parent en prison. Puis ça m'avait vraiment touchée. Puis je me demandais s'il y avait quelque chose pour les enfants. Ben, ça dépend des prisons. Là. Si on parle de Joliette, par exemple, Joliette, il y a vraiment un programme mère-enfant. Donc, il y a des enfants qui peuvent vivre à partir jusqu'à l'âge de 4 ans, peuvent cohabiter avec leur mère. Okay? C'est toujours menacé pour différentes raisons, mais dans d'autres prisons provinciales, tu vas avoir plutôt des visites le vendredi ou ce que j'appelle aussi les roulottes d'amour où ils viennent visiter, ils couchent un soir, des choses comme ça. Dans certaines prisons, ils font des ateliers. Moi, j'ai fait des ateliers à Marseille avec des mamans incarcérées. Et c'était dans le temps des fêtes. Donc, j'étais allée autour du 14 décembre. Et les mères avaient fait des textes pour leurs enfants. Et les enfants sont venus à la prison pour voir le Père Noël. Et ils avaient pu offrir leurs textes à leurs enfants. Mais ça, c'est toujours anecdotique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, à ma connaissance, hein, il peut y en avoir, je n'ai pas la science infuse, là, mais il n'y a pas de programme spécifique qui fait ce genre de travail, mais ça peut arriver à l'occasion. Puis il y a des belles choses qui peuvent. Un beau programme d'Elizabeth Fry, c'est que les mamans lisent un livre à leur enfant et c'est envoyé La vidéo? Non, l'audio. L'audio. L'audio va être envoyé à l'enfant. Donc, la maman lui raconte une histoire le soir. Donc, ça, c'est des initiatives comme ça qui sont très intéressantes, qui ne vont pas pallier à tous les manques là, pendant l'incarcération, là, mais il y a des initiatives ici et là. Voilà. Et Eric, je pense qu'il y avait une question, il y avait une main devant. Il y a peut-être encore une question. Il faut aussi se rappeler, Michel, je vais parler en ton nom, là, puis si je suis dans le champ, tu me le diras. Michel et moi, à travers ça, Guy Thibodeau, en passant, c'est lui qui m'en avait parlé, hein, dès après sa première rencontre. Ouais, hein? Je ne peux pas parler le nom de Tina, malheureusement, parce que quand je lui ai posé la question il y a des années de ça, la réponse n'était pas claire. Je pense que Michel et moi, on se donnait peut-être un mandat plutôt cathartique que thérapeutique. Il y a toute une différence entre les deux mondes. Donc, n'accepte pas ton sort, c'est pas ce qu'on te demande. On te demande comment vas-tu vivre avec à partir d'ici. C'était un peu ça. Donc, comment vas-tu expulser la chose? Partir de mon auto, puis rentrer au Leclerc, puis par la suite, le Leclerc est devenu provincial. Fait que pour l'année d'ensuite, l'année d'après, c'était au Centre fédéral, toujours avec Lucie Chicoine. La marche de mon auto à la prison, encore une fois, je parle au nom de Michel, n'était pas plus facile. Michel et moi, quand on sera plus nerveux, prendre la parole puis donner des ateliers, on n'en donnera plus. On l'aime, cette nervosité-là. On canalise la chose, puis ça devient de l'énergie. La dernière chose à laquelle je pensais, avant d'entrer, c'est dans 3-4 heures, Eric, tu vas être sorti. Puis savez-vous quoi? Après être sorti, je restais dans le parking, puis j'appelais mon père. Parce que je n'étais pas capable de m'en aller. C'est ça. C'était pas mieux. C'était vraiment pas mieux. Et à Moi, je suis l'époque, sortie de prison. ouais, c'est ce qu'on disait. Je pensais à la fois. Moi, je suis sortie de prison, mais elle J'ai comme pas le droit d'être sorti de prison parce qu'on s'est lié de plus que de l'écriture pendant ces heures-là et ces jours-là. Ma question, Michel, est donc la suivante. C'est drôle parce que je voulais te la poser avant que tu abordes la chose. Tu nous as parlé de ton lundi et de ton mardi. Moi, j'aimerais ça que tu nous parles de ton jeudi, ton vendredi, ton samedi et ton dimanche. Comment vivais-tu le reste de la semaine à ton retour? Parce que tu l'as abordé tantôt. Moi, mais il faut bien travailler dans la vie. Moi, j'arrivais à la maison, je n'étais pas capable de parler à ma conjointe. Oui, ça, je m'en souviens. Comment tu vivais les journées subséquentes, toi? C'est ça.
Mais j'ai commencé par griffonner ces poèmes. C'est pas des poèmes, c'est de la prose, structurée comme un poème. Les aquarelles, ça, c'est de la poésie. Mais le reste, j'appelle ça de la poésie. Parce que ça serait prétentieux de ma part de me prendre pour un poème, comprends-tu? Ouais, non. Moi, je sais, toi, je connais. J'arrivais à griffonner ceci, à griffonner cela. Et c'est pour ça que j'ai fini par te demander si ça t'intéressait qu'on fasse quelque chose ensemble. Parce que c'est pas une expérience qui te quitte. Comme enseignant, si j'essaie de comparer, comme enseignant, ah, il est 3h30, OK, je m'en fais mon cahier pour demain, là. Puis après ça, bon, ben, ça, là, j'ai mon passage à faire que je fasse un lavage. Je suis prêt avec une prendre une pain de lait, puis tu sais, ensuite. Mais là, si tu es capable de faire ça, là, tu passes la porte, puis tu le sais, puis je le dis dans mes beaux on sait qu'on ne reviendra pas. On ne reviendra pas pour ces personnes-là. Si on a pu leur offrir quelque chose, tant mieux. On ne reviendra pas. Et c'est ça qu'il faut porter en soi tout ce temps-là. 12 ans plus tard, je soumets mes mots Rimbaud. Comprends-tu? Ben là, pas. Reviens-en, maman. Mais non, on n'en revient pas. On n'en revient pas. Une magnifique expérience. Je ne changerai jamais ça. Et la vie qui est venue me chercher pour m'amener en prison, je la remercie. À genoux. Ça a changé qui je suis et ça a changé comment j'écris. Et pour ça, ben, j'en suis reconnaissante à celui qui est parti d'elle. Peut-être, il y avait André? deux questions, il y avait deux questions peut-être Ah oui, en avant. à l'avant, je pense. OK, puis après ça, André. Moi, je me demandais, on vous écoute, puis on voit que il y a eu un choc de culture là, quand on entre dans la prison, puis on fait l'expérience de cette institution-là qui est totale, j'imagine. Hein? Puis je me demandais, quand vous faites vos ateliers, qu'est-ce qu'il y a à surmonter avec les détenus pour les amener, justement, vous dites, on essaie de les amener ailleurs, en dehors. Premièrement, il faut surmonter leurs offenses. Mhm. Ces gens-là ont commis une offense, selon la loi. Ils ont été jugés. Et ils servent leur peine. Moi, je ne m'en vais pas là pour les juger encore plus. Alors, c'était ça qu'il y avait à surmonter, c'était d'aller chercher la personne avant les crimes, avant la tristesse, avant la prison, au-delà de tout ça. C'était ça le défi, d'aller chercher l'être humain, parler à cet être humain qui, tout le monde a son expérience différente. Comment passer par-dessus tout ça et aller toucher le cœur. Et je pense qu'on va être tous d'accord pour dire que moi, je pensais qu'il ne voudrait peut-être pas, au début, bon, je fais des fautes de français, donc je ne peut-être pas bon. Mais ça, là, ça dure 5 minutes. Là, on a réglé ça, c'est fini. Ils veulent le faire. Puis ils se lancent. C'est ça qui est beau. Tu sais, nous autres, dans nos classes, des fois, avant qu'ils disent, OK, on fait quelque chose, non, non, ils y vont. Et donc, tu sais, avec certains, avec des très beaux résultats, des choses qui font tomber sur le derrière, là, de lire ces choses-là, ou de leur performance, ou ces choses-là. Donc, ça, c'est la première chose. Je pensais qu'on allait devoir surmonter. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Ils sont là, sont disponibles, tu sais, ils veulent le faire. Puis, tu leur dis, vas-y, puis ils vont. Okay? Mais ça aussi, ça traduit l'habileté des gens qui font les ateliers. Hein, parce que moi, je dis toujours, c'est la danse, on fait la même chose, on n'arrive pas à dire danse ou écrit. Non, non, il y a toute une. Il faut les amener. Exact. Donc, ça traduit ça, là, ça participe à cette logique-là, parce que je pense que, justement, tu ne peux pas arriver, bon, écris-moi ça, puis c'est fini. Là. Maintenant, il y a toute une façon de faire, puis c'était le fun. Moi, j'ai vu chaque auteur le faire, ils le font de façon différente, avec des façons très originales, très souvent.
Puis, les détenus embarquaient, là, tu sais, quand on est 80 participants là, dans les ateliers, puis on me disait, comment ça que ça marche? Ben, je pense qu'on est dans l'acceptation, on vient du dehors. Ça, je trouve que c'est très important. Hein, on vient du dehors, ils se disent, tu sais, elle, là, elle ne connaît pas qui je suis, elle ne jugera pas, elle ne sait pas. Si tu prends quelqu'un, moi, j'ai fait l'expérience, j'ai travaillé en prison en toxicomanie. Okay? J'étais consultante en toxicomanie, je faisais des ateliers, tout ça, ça marchait très bien. J'avais 25 femmes à chaque semaine dans les groupes, tout ça. Une année, ils pensaient que je rentrais de l'argent, de la drogue, parce qu'ils disaient, comment ça fait que c'est populaire, ça ne marche pas d'habitude. Mais ça marchait très bien, je l'ai fait pendant 2 ans. Ils m'ont remplacé par un agent correctionnel, quelqu'un qui travaille à la prison avec son uniforme. Il n'y a personne qui sont allés. Voyons donc. Tu sais, il faut que tu aies une confiance que ce qu'elle dit, même si elle ne parle pas de son délit, c'est pour ça que moi, je ne veux pas que les gardiens soient dans la salle quand on fait un atelier. C'est pour ça que je veux qu'ils aient leur bouton. Tu as ton bouton, tu l'as là ou tu l'as là, mais ils peuvent s'exprimer, pas sentir que l'autre check. Ah, c'est qu'elle se dit, ça ne va pas. Hein? Donc, ça, c'est très important. Donc, tu sais, quand je dis qu'ils se sont abandonnés, je pense que ça parle de la facilité avec laquelle les auteurs où les intervenants arrivent à libérer cette parole. J'ai donné des ateliers dans les cours de criminologie de Sylvie. Puis dans un de ces cours, il y avait une professeure de méthodologie. Essayez donc de faire une métaphore à un professeur de méthodologie. Essayez donc, wow, vous me reviendrez là-dessus. Ah là, j'ai un. Regarde, là, tu fais comme ci, comme ça. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Alors, c'est les inviter, puis trouver le moyen d'ouvrir une porte, qu'ils se sentent en confiance pour dire quoi que ce soit. Sentir en confiance, pas ridiculiser. Exactement. C'est pour ça parce qu'ils ont toujours été dans des états d'échec. Et là, tu l'amènes ailleurs. Et ça, c'est fondamental parce qu'ils sont toujours jugés. Et moi, là, il y en a qui sont en prison, c'est correct qu'ils sont en prison. Il y a des sentences, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que nous, on amène autre chose. C'est tant mieux. Il y avait André qui avait une question. Il y a Madame puis André, et puis, On y a répondu. 2, 3 questions peut-être encore, et puis donc allez-y, s'il vous plaît. Bon, on va y aller. OK. Oui, allez-y. Alors, moi, ma question, c'est, ben, pour moi, écrire, c'est aussi une expérience de normativité. C'est pour bien écrire, pour bien communiquer, il faut d'abord maîtriser les règles du langage. OK. Non, Ben, pas dans ce cas-là. OK. Parce que pour communiquer de manière efficace, en fait, moi, je me suis demandé, est-ce qu'il y avait un lien à faire entre le fait que ben, il y avait une certaine déviance dans ces personnes par rapport aux règles, aux normes légales, aux normes sociales, et est-ce que après, il y a eu comme une espèce d'expérience positive quand j'embrasse ces règles de la langue, je peux communiquer, je peux me faire entendre, ou c'était pas du tout On n'a jamais parlé de règles, mais je te dirais que ça créerait, ce cadre normatif-là ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas, ça. Donc, quand vous parlez que leur texte était excellent, vous aviez d'autres critères. ben, moi, je vous invite à aller lire ces textes. OK? Parce qu'il n'y a pas d'édition de fait, là. Hein? Et je veux dire, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait. Donc, même s'ils disaient, je ne suis pas bonne en français, bon, faute de français, on va le corriger. Là-dessus, oui. Mais pour les laisser libre cours à exprimer quelque chose, que ce soit par le conte, que ce soit par le poème, que ce soit par, etc., ils lancent des idées. Puis là, ils écrivent, puis on les aide à écrire. Mais on n'est pas du tout dans il faut respecter telle norme, grammaire, linguistique. On n'est pas là pour faire des cours de grammaire. Parce que. On est là pour vous permettre. Oui, mais si vous corrigez, c'est que vous On pas les corriger. Après, une fois qu'ils ont fait les textes, hein, après qu'ils ont fait les textes, là, il va y avoir accompagné avec une correction. Mais on laisse pendant les premières semaines le libre cours à cette créativité-là. Sylvie, comment je voudrais dire ça? Là? Bon, on va les aider, évidemment, mais on n'embarque pas comme ça au début. Là, c'est. Ils vont nous demander, la question est très légitime, ils vont nous demander parce qu'il y a quand même ce souci-là. Comment est-ce qu'on écrit ça, Éric, donc? Comment on fait ça? Comment ça sonne à ton oreille? Ouais, mais
comme en voulant dire, je sais que ça ne s'écrit pas Ouais. au son. Écris-le au son, s'il vous plaît. Comment même? Puis après, Comment? Puis moi, Michel, je ne sais pas. Moi, j'avais le droit de partir avec les textes. Oui, 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 oui. Je partais avec les Oui, textes. tu partais avec les textes. Mais est-ce qu'il y avait un enseignement magistral? Non, 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 moi je ne parle pas du tout d'enseignement magistral, mais je parle uniquement de l'expérience que si on veut communiquer, on se rend assez vite compte qu'il faut obéir à certaines règles, Oui. sinon on ne comprend pas le message qu'on jette sur feuille. Mais écoute, il maîtrisait les rudiments de syntaxique, si tu veux. Ben, c'était dans un cours de français, toi, d'ailleurs. Oui, moi, c'est vrai, c'est pas précisé. Oui, C'était leur enseignante de français. Oui, Donc, déjà, la transition et l'entrée c'est est ça. un peu plus facilitée. Oui. Après ce que Michel a raconté. Oui. Moi, Lucie était pas mal toujours là. Quand elle devait quitter, Ben, c'est une oui, j'avais- enseignante, c'est pas une agent correctionnel. C'est Lucie, une c'est enseignante Lucie, c'est une enseignante. qui avait déjà cette confiance-là Ouais. de la part des gars. Lucie, elle était adorée de la part Ouais, des gars. ouais. OK? Et c'était dans le cadre d'un cours de français, donc il y avait déjà des rudiments. Sauf que j'avais notamment un homme, c'est lui, il va avoir 70 ans, il était à l'équivalence première primaire. OK? Donc, zéro confiance, il y avait même un scribe pour lui. Mais si vous lisiez ce qui est là dit à son scribe, ce qui est là dicté, c'est de toute beauté. Et c'est là où je veux en venir. Je pense que notre job à nous, c'était de leur montrer l'importance d'une image percutante. Et si jamais il n'y a même pas un verbe conjugué dans ton énoncé, je m'en fiche. On fera des verbes à c'est correct. Même qu'un jour, je leur ai demandé ça. Infinitif est toléré, participe passé serait toléré. Je ne veux pas de participe présent et je veux aucun autre mode ou temps. Je ne veux pas de verbe conjugué. Essayons ça pour le fun. Ben, là, Eric, regarde, on peut les défaire aussi, ces codes-là. C'est ça. Pouvez-vous vous imaginer être devant une personne dont les yeux sont tellement douloureux que besoin de dire quoi que ce soit, on ne sait pas, là. Pouvez-vous imaginer dire à cette personne, bon, ben là, quand si c'est masculin puis c'est pluriel à la fois, c'est E, Non, E mais accent aigu, S. c'était pas le sens de ma question. Le sens de ma question, c'est quand la personne veut livrer un message, Oui. il peut avoir une frustration si la personne ne maîtrise pas. En plus, quand c'est à l'écrit, ça, c'est vraiment, c'est de la gymnastique parfois. Donc, en fait, c'était pas ma question de corriger les personnes, mais c'était de l'expérience de la personne, comment elles arrivent à aller au-delà de la gymnastique nécessaire pour dire le message qui porte en elle. Mais Michel, C'est à ce moment-là, ce que cette personne a à dire, à ce moment-là, pas avec son bagage d'éducation. Comment cette personne va exprimer quelque chose maintenant, dans cette souffrance-là? mais Michel, toi, si tu disais un outil, c'était avec les images. Donc, moi, je me souviens ce que tu faisais, puis on va en parler, mais je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est que tu posais des questions, je ne sais pas, 1 à 10 sur l'image, donc il répondait pour chaque image, puis là, il se construisait un texte avec ça. Donc, tu sais, il y a des stratégies d'écriture pour faciliter. Donc, c'est pour ça que je dis, on ne dit pas écrit. On les accompagne avec des ateliers qui supposent des façons Oui, de faire. ils ont un support derrière eux. Ils n'arrivent pas tout nus à faire. Moi, je l'ai fait avec des œuvres d'art pour les amener ailleurs. Bon, mettons, un œuvre d'art. Ah, ça, j'ai trouvé ça sur Internet. Si je l'ai volé, ben, je m'en accuse. Alors, je vais poser la question. Il répondait en forme télégraphique. Juste, pas de phrase. Juste un mot ou deux ou trois. OK. Qu'est-ce que tu vois? Couleur, je sais pas. Des souliers, des menottes. OK, parfait. Qu'est-ce que les couleurs disent? Qu'est-ce que les couleurs amènent? Qu'est-ce qui n'est pas dit? Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui n'est pas dit? J'ai une série de questions comme ça sur chaque œuvre d'art. Les questions sont les mêmes, mais les œuvres d'art sont toutes différentes. Donc, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de bonne réponse ni de mauvaise réponse. Alors, je vais nourrir. Qu'est-ce qui n'est pas dit dans ça, là? Qu'est-ce qui n'est pas dit? Comme un autre exercice, tu dirais, un homme marche sur la rue. Non, oui, ça, je l'ai fait souvent, celui-là. Donc, là, tu dis, ça, c'est une phrase plate, on va la travailler ensemble. Et là, les textes sortent. Un homme, il fait noir, il pleut, c'est en Angleterre, il y a une cape.
Là, il te raconte une histoire. Ah oui, c'est Ça commençait avec une phrase plate. C'est ça, j'appelle ça une phrase dans le texte. Mais je mets Donc, dans il y a le tableau. différentes stratégies. Il marche sur la rue. Ouais. Y a-tu quelque chose de plus plate que Bon, ça, c'est là? plate, mais- Si je commençais mon roman avec il marche sur la rue. Il, on doit la découper. Il, c'est qui il? Tu le décris? Ben, c'est pas Pierre-Jean-Jacques, c'est pas vrai. Donne-moi donc un nom un petit peu coussi-coussa, un petit peu Joanne. aristo. Ah ben non. Joanne, Oh, Joanne! Quel âge qu'il a, Joanne? 36 ans. Joanne, 36 ans. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Improv. Improvisation? De quoi il a l'air? De quoi il a l'air? Il est grand, avec un Donne-moi une chapeau, occupation. avec Une un occupation. rouge. Avec un foulard. Oh, ben, voyez-vous, là, Joanne sur la rue, avec son foulard rouge. Donc, Est-ce que Sylvie, une Sylvie, elle stratégie. voit, elle? Je pense que Sylvie, elle voit. Moi, je le vois très bien. C'est ça. Alors, on finissait avec un Donc, paragraphe long de ces même. tu sais. exercices comme ça, puis comme je dis, chaque auteur a sa stratégie. Mhm. Donc, on les amène, puis là, ils trouvent ça le fun. Puis moi, je fais ça en groupe. Hein, c'est pas individuel. Souvent, on va le faire comme une première phrase, puis là, on travaille là-dessus. Donc, ça va les encourager de dire ah, moi, c'est le fun, ça. Regarde ce qu'on a produit. En 5 minutes, on vient d'écrire un univers. Voilà. Oui, c'est difficile à faire. De toute façon, vous allez vers marcher. Ben, marcher, c'est plate, là. Ouais. Comment Il court. Qu'est-ce il qu'il dort. qu'est-ce qu'il fait? Puis La comment il rue, marche? c'est ça. Est-ce qu'il déambule? Est-ce qu'il court? Puis ses vêtements, puis ça traîne dans la pluie, puis plus. Ah, ben là, dans ça. Ouais. Tout à coup, on Il y a, tout un il y a du personnage. brouillard, il y a de la neige. Tu sais, C'est ça. Écoutez, j'ai l'impression qu'on pourrait continuer pendant encore très longtemps et j'hésite vraiment beaucoup à interrompre la discussion. Je vais plutôt vous inviter peut-être à discuter en tête à tête avec Michel et avec Sylvie, si vous le souhaitez. Il y avait encore plusieurs questions, plusieurs mains qui étaient levées. Donc, je vais malheureusement peut-être devoir mettre une fin à cette discussion passionnante en vous remerciant, Michel, Sylvie, donc pour votre temps, votre passion et votre immense générosité. Merci d'avoir nous partagé. Deux petites annonces. Je vais vous annoncer très rapidement notre prochaine activité qui aura lieu le 20 février. On organise en collaboration avec le Salon du livre de l'Outaouais et le département de français de l'université une conférence de M. Dany Laferrière qui aura donc lieu, j'ai été le 20 février, dans le cadre du Salon du livre à la salle Jean Després à la Maison du citoyen de Gatineau. Donc, vous y serez dûment invités. Je vous invite aussi à vider tout ce qui est là de nourriture. Ah oui, S'il vous plaît. Donc là, il faut manger, il faut se santé. Merci de votre présence et bonne session à tout le monde. merci. En arrière,